On va rejoindre Bifan Soun, journaliste à Pivot Québec, par téléphone, puisqu'on avait des problèmes techniques qui nous empêchaient de la joindre par Zoom. Bonjour Bifan. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci beaucoup. Parfait. Alors, Bifan, on parlait donc de cette question qui hante les milieux journalistiques, intellectuels, légaux également, concernant la réplique israélienne aux attaques du 7 octobre 2023. Est-ce que c'est ou non un génocide? Bifan, vous avez épluché, vous, beaucoup de rapports d'organisations internationales qui portent sur cette question-là. Évidemment, la première question qu'on doit se poser, c'est comment on définit un génocide en droit international? Oui. En fait, le génocide consiste en des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe, que ce soit un groupe racial, ethnique, culturel ou religieux. Donc, il y a 5 actes génocidaires. Il y a d'abord le meurtre des membres du groupe. Il y a les atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale. Puis il y a aussi la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Puis il y a aussi des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Et finalement, il y a le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc c'est ça la définition qui est écrite dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il est à noter que quand on parle d'un crime de génocide, on ne parle pas de combien de personnes l'État ou la personne responsable a réellement tué, tant qu'il y a cette intention spécifique de détruire un groupe et qu'il y a des actions, on peut déjà parler d'un génocide. Puis, donc, il n'y a pas de parrain, on ne compare pas avec les précédents. Puis, il y a une autre chose, c'est que des fois, on n'a pas de preuves directes qui nous permettent de dire qu'un État a l'intention génocidaire. Il faut, dans ce cas-là, qu'on puisse déduire cette intention spécifique à partir des preuves indirectes. Donc, c'est ça qui est le plus difficile maintenant parce que en temps de guerre, l'intention génocidaire pourrait très bien se cacher derrière des objectifs militaires. Et comme dans le cas d'Israël, les autorités ont toujours justifié leurs actes génocidaires en disant que on visait le Hamas. Par exemple, quand on attaque les civils, on dit que c'est parce que le Hamas se cache parmi les civils. Donc, c'est en partie pour cette raison que la procédure judiciaire risque d'être très longue. Donc, ça prend des enquêtes approfondies, des preuves solides. Donc, il faudrait attendre peut-être 2 ou 3 ans avant que la Cour internationale de justice rende une décision. Dans les rapports que vous avez lus, vous, Bifan, il y a des éléments de preuve qui ont été compilés qui permettent aux auteurs de croire qu'Israël a commis un génocide, c'est ça? Quels sont ces éléments-là que vous avez vus dans ces rapports-là? Oui, donc d'abord, directement, il y a déjà les attaques directes contre les civils. On sait qu'il y a de nombreuses attaques dans lesquelles ils ont utilisé des bombes à large rayon d'impact, puis se sont lancées dans des zones résidentielles les plus densément peuplées au monde, puis souvent en pleine nuit pendant que les gens dorment. Donc ce sont des attaques conçues pour causer un grand nombre de morts et de blessés parmi les civils. Et bien qu'Israël affirme que ces attaques visaient le Hamas, les rapports n'ont trouvé aucune preuve qui indique qu'il y avait vraiment des membres du Hamas parmi les civils. Mais ça, c'est dans les cas qu'ils ont étudiés. Donc, ce sont plutôt des attaques aveugles. Et même s'il y avait vraiment des membres du Hamas, ce sont quand même des attaques disproportionnées contre les civils qui doivent être de toute manière évitées. Et puis, il y a aussi la soumission des Palestiniens à des conditions de vie invivables. Donc, à part les attaques directes, il y a cet risque de les exposer à une mort lente et calculée. Donc, des articles scientifiques estiment que le nombre de personnes mortes de cause indirecte serait 4 fois plus élevé que le nombre de personnes mortes de cause directe, par exemple tuées par les frappes aériennes. Donc, on peut
aussi parler de la destruction intentionnelle des infrastructures essentielles à la survie de la population de Gaza, surtout les infrastructures de santé, d'approvisionnement en eau et d'assainissement dont la quasi-totalité a été détruite ou sérieusement endommagée. Et même les seuls hôpitaux qui restaient manquaient d'équipements et de fournitures médicales, donc étaient même pas en mesure de fournir des traitements de base. Et en plus de ça, il y a aussi la destruction des terres agricoles les plus fertiles à Gaza. Et puis, plusieurs sites historiques et religieux ont aussi été attaqués et puis détruits. Donc, dans certains cas étudiés par Amnesty International, ce genre de destruction est arrivé après que l'armée israélienne a déjà pris le contrôle de la région. Donc, il s'agit là clairement d'une intention de non seulement effacer le peuple, mais aussi leur culture, leur religion. Et après ça, il y a aussi la privation et l'obstruction de l'aide humanitaire, de l'approvisionnement de ressources essentielles. Donc, on sait qu'Israël a imposé un siège total pendant plus d'une semaine. Et puis, peu à peu, sous pression internationale, il a autorisé l'entrée de l'aide humanitaire et de carburant. Et ça a toujours été maintenu à un niveau très limité. Et en plus, il y avait des procédures de contrôle très longues, très arbitraires, qui ont largement restreint la livraison des services essentiels. Ouais. Et Donc, Israël connaît très bien les conséquences de ces actions parce que même avant le 7 octobre 2023, la grande majorité de la population de Gaza dépendait déjà largement de l'aide humanitaire et ça, c'est à cause du blocus qu'Israël a imposé à Gaza depuis 17 ans. Donc, Israël savait très bien que Gaza dépendrait encore plus de l'aide humanitaire et aussi de son approvisionnement en carburant et en électricité. Mais ils ont décidé de imposer des restrictions. Ils disent que c'est nécessaire pour empêcher le Hamas de détourner ses services, de détourner ses ressources à des fins militaires. Mais encore une fois, ça ne peut pas être justifié par les actes du Hamas. Donc, c'est encore une violation du droit international. Et finalement, il y a les déplacements forcés massifs. Donc, 90% de la population de Gaza, donc soit près de 2 millions de personnes, a subi au moins une fois le déplacement forcé. Puis certains ont dû se déplacer jusqu'à 10 fois en moins d'1 an. Puis ces ordres d'évacuation d'Israël portent sur 84% de la bande de Gaza, puis a poussé la population vers une zone humanitaire définie par Israël, mais qui devient de plus en plus petite. Puis finalement, ça représente que 12% du territoire. Et puis dans cette petite zone densément peuplée et les infrastructures étaient déjà détruites. Donc, on peut imaginer à quel point ça a créé une crise humanitaire sans précédent. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps, Bifan. Rappelez-nous un peu cette question-là, donc, de la détermination de l'attaque israélienne comme étant ou non un génocide. Elle est actuellement, elle est entendue devant la Cour internationale de justice, c'est ça? Elle est pendante, autrement dit? Oui, c'est ça. Donc, la Cour internationale de justice étudie le cas, c'est d'abord parce que l'Afrique du Sud l'a demandé. L'Afrique du Sud a engagé une procédure devant la Cour contre Israël en décembre 2023, donc très peu après le début de l'offensive israélienne. Donc, elle a accusé déjà Israël de violation de la Convention sur le génocide. Puis après, en janvier 2024, la Cour a déjà rendu une conclusion préliminaire qui estime qu'il y a déjà un risque plausible de génocide. Mais on était en plein Israël conflit, n'a pas arrêté.
Ouais. Il faudra aussi prouver, on en a parlé un peu rapidement, mais il faut aussi prouver l'intention génocidaire, donc ce sera important. Évidemment, on va suivre cette cause-là. Merci beaucoup, Bifan, d'avoir pris un moment pour nous parler. Puis je rappelle que cet article-là que vous avez consacré à ce sujet-là, s'il n'est pas déjà en ligne, il le sera bientôt sur la plateforme de Pivot Québec. Pourquoi parle-t-on d'un génocide à Gaza? Un article de Bifan Soun. Bonne journée, Bifan. Au revoir. Merci, bonne journée. Bye bye.